démarrer. Pour cette séance, du coup, on va laisser la porte ouverte, histoire que ceux qui apprennent un peu en retard l'existence de cet atelier puissent se joindre à nous au fur et à mesure. Voilà, donc si jamais il y a un peu trop de bruit dans le couloir ou quoi, je m'en excuse, mais au moins, on laissera rentrer ceux qui l'ont appris un peu en retard. Rentrez. Enfin, un atelier où il y a de la place à Produrable, profitez-en. Allez, on démarre. Donc, contrairement à ce que disait le programme, on va bien parler de carbone. Je vois des regards inquiets. C'est bon? Carbone? Ok. Si vous avez des questions sur la taxonomie, on peut en parler juste après. Mais pour l'instant, on va faire du carbone. Donc, aujourd'hui, on va vous parler donc, de carbone et de comment monitorer sa trajectoire carbone. Attention, le titre est long. Dans des organisations complexes, je pense que c'est à peu près tous notre cas. Personne n'a une entreprise toute simple avec des indicateurs tout simples, sans aucune problématique d'aucune sorte. Et en mouvement, parce que bien entendu, personne ne vit dans une entreprise où rien ne change d'un matin à l'autre et tout est stable d'une année sur l'autre, ça n'existe pas. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, donc on va parler de ça. Et pour vous parler de ça, nous sommes deux aujourd'hui. Il y a Nicolas, tu veux te présenter ? Oui, bonjour à tous. Donc, chez Cashottle, je suis moi-même en charge de l'avant-vente et de l'innovation. Donc, on a fait un premier atelier hier sur le carbone et puis aujourd'hui sur... Tu fais ton Produrable sur la CSRD. Voilà, même moi, j'inverse les programmes. Donc, hier sur la CSRD et aujourd'hui sur le carbone. Et moi, je m'appelle... Alors, attendez, on avait fait ça bien. En plus, on avait fait un petit slide avec nos têtes. Voilà. Et donc, moi, je m'appelle Laure Azat et chez Cashottle, je suis responsable du pôle Sustainability, puisque chez Cashottle, on fait plein de choses, dont de la Sustainability. Du coup, moi, je m'occupe des activités liées à la Sustainability. Voilà. Aujourd'hui, on va vous parler alors très rapidement de notre mission chez Cashottle, histoire que vous sachiez un petit peu tous d'où on vient, ce qu'on fait, ce qu'on propose. Entrez. Et ensuite, par rapport au thème que je vous ai proposé, on parlera un petit peu de théorie, donc quelles sont les problématiques auxquelles nos clients et les entreprises sont confrontés aujourd'hui, ce qui finalement est la manière dont on a pensé nos solutions. Et donc juste après la théorie, on passera un petit peu de pratique pour vous montrer concrètement comment on a développé des outils pour faire face à ces problématiques. Voilà. Donc qui sommes-nous, Cashottle? On est un éditeur de logiciels français, indépendant, on a 13 ans. Donc entrez, bienvenue. On a 13 ans et aujourd'hui, on travaille avec 30% du CAC 40, 70% du SBF 120. Au-delà des chiffres, l'idée, c'était de vous montrer que notre cible en termes de taille d'entreprise est plutôt une histoire de taille d'entreprise que de secteur d'activité. On travaille avec tout secteur d'activité confondu et plutôt avec des grosses sociétés. Mais on ne s'interdit pas du tout d'équiper des plus petites structures, et c'est le cas d'ailleurs, qui en auraient besoin. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est une plateforme dédiée au pilotage de la performance durable. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à profit notre expérience financière historique chez Cashottle pour développer une solution adaptée aux enjeux de la RSE et mettre tout ça ensemble dans un système d'information de durabilité. Et donc, nous avons 131 clients, un peu plus de 117 000 utilisateurs. Dans le monde du logiciel, on a bien parlé des taux de renouvellement. Donc, ce sont comment nos clients fonctionnent avec des abonnements, qu'on renouvelle ou pas. Et il se trouve que nous, on est ravis puisque 100% de nos clients renouvellent systématiquement leur abonnement. On est un peu plus de 120 chez Cashottle et on est répartis sur 6 bureaux entre Paris, enfin le Valois plus précisément, Luxembourg, Vienne, Casablanca, Tunis et New York. Voilà. Alors très rapidement sur notre positionnement, comme je vous disais tout à l'heure, nous on propose une plateforme et dans cette plateforme on a différents modules autour de la durabilité, donc ça touche le carbone, la taxonomie ou le reporting de durabilité. Et j'ai mis ces slides parce que Patron l'aime bien. Deloitte nous a référencé comme un acteur à la fois de la finance et de l'ESG, puisque notre particularité c'est qu'on mêle ces deux mondes, puisque la durabilité sans les moyens de financer la transition, ça reste un mythe. Donc c'est important de se dire qu'on arrive à combiner les deux volets
en tout cas les deux directions des entreprises dans une même plateforme. Et pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui sur la partie carbone, on a également référencé par l'ADEME dans le panorama des solutions qui permettent d'établir un bilan carbone. Voilà, quelques clients, mais ce n'est pas pour vous en mettre plein la vue, c'est simplement pour vous montrer qu'on est secteur agnostique, donc on travaille avec tout type d'entreprise, sur tout type de secteur d'activité. Et donc notre mission, en tout cas la mission que nous nous sommes donnée, c'est de soutenir les entreprises dans leur transition vers un modèle plus durable et surtout en leur donnant les moyens technologiques de mesurer leur impact d'abord et de monitorer leur performance ensuite. Et donc, voilà, maintenant vous nous connaissez un petit peu, je vais passer à la partie théorique des enjeux des entreprises. Alors, excusez-moi, je remets mes notes, je prends 2 secondes. Okay. Alors, cette partie théorique, l'idée, c'est de partager avec vous, partager avec vous les problématiques qui sont liées à la mesure de l'empreinte, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, on a parmi nos clients, parmi nos prospects ou parmi toutes les personnes avec qui je discute, aucune entreprise qui a un modèle simple. Ça n'existe pas. Ou alors le premier bilan carbone qu'on va établir sera simple parce que matériellement, c'est le premier. Et puis au bout d'un moment, arrive toujours un stade où, avec la maturité du besoin, avec la maturité des entreprises, on arrive à devoir gérer de la complexité. Et donc c'est cette complexité de la mesure, c'est de cette complexité dont je voulais vous parler aujourd'hui, puisqu'elle va se traduire en enjeu côté outils et côté solutions. Et dans un deuxième temps, toujours cette partie théorique, je voudrais évoquer avec vous cette mesure à l'épreuve du temps et à l'épreuve du changement, pour là aussi qu'on puisse vous montrer comment on a choisi d'adresser ces problématiques dans notre outil. Alors dans un premier temps, pourquoi le carbone ? Pourquoi le carbone est sur le devant de la scène aujourd'hui, plus que la taxonomie ou plus que d'autres sujets, pour plein de raisons que vous n'apprenez pas ici, mais que je voulais partager avec vous quand même, pour des raisons réglementaires dans un premier temps, que ce soit le BGS qui depuis quelques mois maintenant, on nous impose aussi de reporter sur le scope 3, avec la CSRD, avec le SRS, le E1 sur le climate change, qui est matériel pour à peu près tout le monde. Donc on va être de toute façon obligé de communiquer sur du carbone avec la CSRD. Et la taxonomie européenne dont on parle moins, mais pour autant dans les critères d'alignement de la taxonomie européenne, on a des critères liés aux émissions de CO2 pour certaines activités. Donc le carbone, réglementairement, a des ramifications comme ça dans à peu près toutes les réglementations liées au Green Deal et au Pacte vert de l'Europe. Une autre raison, c'est dans la relation client-fournisseur. Donc admettons que vous ne soyez pas soumis à la CSRD, ni convaincu par les bienfaits d'un bilan carbone, il n'en reste pas moins qu'en tant que fournisseur d'autres entreprises, vos clients vont demander des informations liées à vos émissions, puisque ça va rentrer dans leur scope 3. Donc, quoi qu'il arrive, cette notion de carbone, même hors contexte réglementaire, reste importante. Côté société civile, ce n'est pas une surprise non plus. Les attentes des consommateurs sur ce volet carbone sont quand même très fortes. Et puis, on a une pression et une surveillance accrue en ce moment, côté ONG, côté think tank, qui surveillent également les publications carbone ou les publications de bilan carbone des entreprises. Voilà. Donc, Total Energy notamment et son bilan carbone. Voilà. C'est un des exemples, mais ce n'est pas le seul, et il y en aura d'autres à l'avenir. Voilà. Et puis le dernier sujet, c'est à travers les sociétés financières, puisque elles-mêmes, les sociétés financières, donc les banques d'investissement, ont leurs propres obligations réglementaires. Eux aussi doivent publier le degré de vert de leur portefeuille. Et donc, lorsqu'elles investissent dans une entreprise, l'entreprise dans laquelle elles vont investir ou non, elles vont lui demander aussi des informations liées à la durabilité pour alimenter leur propre portefeuille vert ou pas vert. Donc, vous avez comme ça un faisceau de bonnes raisons qui font que le carbone aujourd'hui est sur le devant de la scène et que les entreprises, convaincues ou non, doivent y aller. Alors maintenant, concrètement, maintenant qu'on sait ça en tant qu'entreprise, comment on attaque cette démarche ? Par quoi je commence pour me lancer dans un bilan carbone ? Donc, effectivement, avant de penser outils, il y a tout un tas de questions auxquelles il faut absolument répondre avant de se lancer.
Typiquement, est-ce que j'ai les compétences en interne pour démarrer la mesure d'un bilan carbone? Est-ce que j'ai quelqu'un chez moi qui a été formé à cette méthodologie-là? Et si j'ai cette personne, est-ce qu'il a le temps? Voilà, parce qu'on est tous très occupés, donc est-ce que cette personne-là est capable de dégager 6 mois sur une étude et un bilan carbone? Quel est aussi le niveau de maturité et le niveau d'engagement de mon entreprise? Est-ce que j'ai fait le strict minimum? Est-ce qu'on attend de moi au CODIR que j'aille plus loin en termes d'ambition? Parce que mon entreprise veut faire partie des best in class sur la partie carbone, et donc je vais devoir aller plus loin que le volet réglementaire en termes de précision de la mesure et peut-être aussi de feuille de route et d'ambition. Donc où on en est de ce point de vue-là? Quelles vont être aussi mes obligations réglementaires ou les reporting volontaires qui seraient attendus par les parties prenantes de mon écosystème? Autre question aussi importante, comment je vais arriver à réconcilier tous les niveaux d'information? Parce que quand on parle de carbone, on va peut-être attendre les 3 scopes du BGS, qui sont très 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 macro, très normés, très réglementaires. Mais en interne, on va avoir très certainement un niveau d'émission bien plus détaillé. Peut-être même que je vais travailler sur des ACV niveau produit et que je vais devoir travailler avec des niveaux d'information très différents, du plus réglementaire, du plus macro, au plus précis, au plus détaillé, niveau produit, niveau ingrédients chez moi. Et donc, comment j'assure la cohérence entre tout ça? Comment, méthodologiquement, je m'assure que tout ça est juste et que je sais expliquer mon bilan carbone, format BGS ou format GHG, en redescendant et en détricotant tout jusqu'au détail précis de mon activité. Parce qu'à la fin, on va vous demander de l'expliquer, d'expliquer vos chiffres. Et donc, partant de là, j'ai une autre question, mais quelle information est réellement disponible chez moi pour mesurer mon empreinte carbone? Parce qu'admettons que j'ai fait ma cartographie des flux très bien, je sais quels sont mes principaux inducteurs d'émissions. Par contre, est-ce que j'ai l'information? Est-ce que j'ai la donnée chez moi de disponible? Et puis où? Chez qui? À quelle maille? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est juste aujourd'hui? Peut-être pas, mais peut-être que dans 3 ans, je peux être en capacité de la rendre juste. Et donc, toutes ces informations-là sont clés pour attaquer la mesure. Autre question en passant, quel process de reporting, quel process de gouvernance je vais mettre en place pour produire ce carbone? Parce qu'il va s'agir de le produire une première fois, mais l'année d'après, de le préciser, de l'améliorer, et puis de le reproduire et de suivre la réalisation de ma feuille de route. Donc j'ai un process à mettre en place et à suivre pour m'assurer que non seulement ma mesure est bonne, qu'elle sera toujours bonne demain, que je vais l'améliorer, que je vais moi m'améliorer dans ma démarche. Donc toutes ces questions-là sont des questions clés auxquelles il faut répondre avant d'entamer quelques démarches d'outillage que ce soit. Puisque si ces questions-là n'ont pas de réponse, aucun outil ne vous apportera la réponse. Voilà. Donc c'est une des clés d'entrée. Ah, j'en ai oublié une. Et alors cette petite question-là, je l'aime bien parce que finalement, c'est une question comment incarner dans un outil la complexité de mon organisation. C'est finalement une des questions à laquelle il faut répondre lorsque vous allez vouloir écrire un cahier des charges. Parce que si vous partez, là je me mets dans une posture plutôt éditeur, donc on oublie la partie théorique, on reste sur la partie logicielle. Si vous voulez faire un choix d'outils pour la partie carbone, plus vous allez rester générique dans le cahier des charges, et plus absolument tous les outils du marché vont y répondre. Alors là, pour choisir, ça ne va pas être simple. L'idée, c'est d'aller vraiment dans le détail de votre complexité, de ce qui va être compliqué à gérer chez vous, de ce qui vous pose problème aujourd'hui. Et plus ce détail-là est clair, et plus un cahier des charges sera précis, et plus vous serez sûr de faire le bon choix d'outils. Voilà. Donc, sur cette base-là, ce que je voulais partager avec vous, c'était, j'ai répondu à toutes les questions d'avant, c'était cette précision liée à la mesure. Où là, j'ai tout un tas de problématiques qui vont venir s'empiler. Et donc, je vais me heurter à tout un tas de sujets, en commençant notamment par la cartographie des flux et la feuille de route que je vais mettre en place. Et là, concrètement, comme je vous disais tout à l'heure sur la disponibilité aussi de l'information, mais cette cartographie des flux, elle doit être le reflet de votre activité. Bon, là, j'enfonce des portes ouvertes. Mais est-ce que j'ai à disposition les données pour mesurer réellement cette activité? Donc là, j'ai une première complexité qui est de dire, je veux pouvoir avoir l'information, et en tout cas, si je ne l'ai pas, ou si elle est imprécise, pouvoir le tracer, pouvoir m'en assurer de manière à mettre en place un plan d'action qui me permettra l'année prochaine peut-être d'avoir une mesure plus précise.
Ça, c'est une première problématique. L'autre sujet que je vais avoir, ça va être d'assurer la cohérence d'ensemble. Et là, je pense à plein de choses. Je pense au double comptage, je pense à la gestion des unités, à des ordres de grandeur. Où finalement, lorsque je vais au plus près de la réalité, je vais avoir un qui parle en kilomètres, l'autre qui parle en miles, un qui parle en tonnes, l'autre qui parle en kilos. Sauf qu'à la fin, moi, j'ai besoin que tout le monde parle le même langage. Et en même temps, j'ai aussi envie que, localement, tous mes contributeurs puissent travailler avec leur réalité à eux. Donc, côté outils, j'ai besoin d'être au plus près de la réalité en étant capable de gérer toutes sortes d'unités avec des conversions automatiques pour qu'à la fin, tout le monde s'exprime dans la même unité et si tout va bien dans l'unité du facteur d'émission. Et sur les doubles comptages, par exemple, j'ai besoin de pouvoir gérer... on a un client qui a une problématique, il est à la fois propriétaire et locataire de ses locaux. Donc sur les consommations d'électricité, quand je regarde à l'échelle d'un site, les deux ont dans leurs émissions, comptabilisent dans leurs émissions les consommations d'électricité, mais dans des scopes différents. Pour autant, lorsque je consolide au niveau du groupe, cette consommation d'électricité, je ne la garde qu'une seule fois, bien entendu. Et ce qui va primer entre le propriétaire et le locataire, c'est le propriétaire. Et donc, je vais la garder dans mon scope 1. Et du coup, je vais l'éliminer de mon scope 3 pour le locataire. Et donc, cette partie-là fait partie des mécaniques et des complexités de double comptage ou d'unité qu'il faut prendre en compte pour assurer la précision de la mesure. Autre complexité qui nous tombe dessus sur la sélection des facteurs d'émission, il y en a, je ne vous l'apprends pas, énormément, qui varient dans l'espace, puisque si on reste sur la consommation d'électricité entre la France et l'Allemagne, vous n'avez pas la même intensité liée à la consommation et à la production d'électricité. Et en même temps, l'année prochaine, ils vont encore changer puisqu'ils seront réévalués. Voilà. Et si en plus vous partez sur des facteurs d'émission monétaires qui intègrent l'inflation, autant vous dire que vous avez un besoin croissant, très important, de bien tracer, isoler les facteurs d'émission pour une zone géographique donnée, pour un pays donné, et dans le temps, en se disant que ça, c'est le facteur d'émission de la France pour tel élément en 2020, et celui-là, c'est OK, c'est le même, mais c'est pour 2021, et de bien tracer, de bien isoler tous ces éléments-là. Autre complexité aussi, mais qui contribue à la meilleure précision de la mesure, c'est tout ce qui touche à la liste de vos émissions détaillées. Donc là, je ne parle pas des différentes catégories du BGS ou des différents scopes du GHG, simplement de se dire que si vous voulez à un moment donné avoir des leviers d'action qui soient pertinents pour vous, ce qui vous intéresse, ce n'est pas les émissions du scope 1, mais ce qui va vous intéresser, ce sont les émissions détaillées liées à chacun des pans de votre activité, puisque c'est là que vous allez y trouver des bons leviers d'action. Et puis le reporting réglementaire, si vous avez la chance de faire à la fois du BGS et du GHG, vous avez la chance de devoir gérer deux méthodologies différentes. Prenons le cas des amortissements ou de la durée de vie de vos matériels qui, en BGS, sont pris en compte et en GHG, non. Donc je pars de la même réalité physique, mais j'ai à la fin des restitutions différentes, des méthodologies différentes, mais que je dois quand même être en capacité d'expliquer dans mon reporting ou même à mon codir, qui a certainement plein de questions sur le bilan carbone. Donc, en termes de complexité, clairement, la partie mesure doit être comprise, je pense, comme un outil de diagnostic. Un outil de diagnostic dans le sens où ça va être le point de départ, si elle est faite de manière pertinente, d'un plan de transformation qui sera basé sur vos spécificités, les spécificités de chacune des entreprises dans son secteur d'activité. Et donc la mesure, elle se doit dans ce cadre-là d'être d'abord auditable, et finalement que cette transparence de la méthode d'un bout à l'autre de la chaîne, ce soit une garantie, alors je pense aux OTI, mais pas que ce soit une garantie de la bonne mesure. Cette mesure, elle doit être pilotable puisqu'elle doit exprimer vos leviers d'action. Et puis, elle doit être évolutive, parce qu'une fois qu'on s'est donné beaucoup de mal à établir cette mesure, on se rend compte que sa durée de vie est assez limitée, malheureusement, puisque je vais intégrer une nouvelle filiale, parce que je réorganise mes BU, parce qu'en fait, dans la méthode du BGS, ils ont changé un petit détail, donc je vais devoir tout changer chez moi. Et du coup, finalement, ma mesure, elle n'est vraie qu'à un instant T. Et l'année d'après, peut-être que je vais devoir tout changer. Et ce contexte en mouvement, il va être lié à des éléments externes que je nous ai mis en orange, comme les évolutions réglementaires. Donc je pense au BGS V5 qui a fait la révolution dans les catégories des différents scopes. Je pense aux facteurs d'émission qui changent,
qui s'affine. Donc un facteur d'émission avec un fort niveau d'incertitude, je pense aux facteurs d'émission monétaires, mais ce n'est pas les seuls. D'une année à l'autre, on parlait de l'inflation, ça veut dire que comment je fais la part des choses, moi, entre mon activité. Alors j'ai toujours acheté des jours hommes. Par contre, si l'inflation a augmenté, mes jours hommes, physiquement, ils ont le même impact. Par contre, par rapport aux facteurs d'émission, mon impact carbone va augmenter juste à cause de l'inflation. Donc finalement, quand je vais comparer N et N-1, ou en tout cas une année avec ma baseline, je vais mélanger tout un tas de choses qui finalement n'ont rien à voir avec la réalité de mon activité. Alors, autre élément du mouvement, les changements organisationnels. Donc là, on va parler de croissance externe, on va parler de nouvelles activités, de réorganisation. Et là, côté outils, il me faut garder l'histoire et en même temps, il me faut être capable de la réécrire pour la rendre comparable. Voilà, pour éviter de comparer des choux et des carottes, pour le dire vulgairement, mais c'est un peu l'idée. Et de se dire que si mon activité a changé, que ma BU a changé, qu'un site est devenu 3, je ne peux plus rien comparer. Et si je ne peux plus rien comparer, je ne peux pas me projeter et je ne peux pas mesurer ma performance non plus. Donc cette partie-là doit aussi faire partie des éléments qu'un outil doit vous permettre de mesurer finement et d'isoler pour être en capacité simplement de piloter votre trajectoire carbone. Un autre élément du mouvement, celui-ci je l'aime bien, c'est la mise en qualité des données. C'est-à-dire qu'il y a une année, vous allez démarrer votre tout premier bilan carbone, partir sur une méthodologie de mesure qui est le mieux qu'on puisse faire à un instant T, parce que les données ne sont pas dispo, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'est pas mûr. Donc partons sur un facteur d'émission monétaire, mais peut-être que l'année suivante, on sera prêt pour faire différemment, pour faire mieux, pour faire plus précis. Et donc dans ces cas-là, je me retrouve à comparer 2 années. Petit exemple sur le scope 3, n'importe lequel des catégories du scope 3, où on se dit que d'une année à l'autre, j'ai amélioré ma mesure. Du coup, je me retrouve à comparer l'année que je viens de faire avec l'année où j'ai été moins précis. En soi, ce n'est absolument pas comparable. Donc là-dessus, c'est aussi intéressant de se dire, qu'est-ce qui se passe si je réécris l'histoire en appliquant la méthodologie que j'ai aujourd'hui ? Et donc là, je deviens comparable. Autre élément de mouvement, ce sont les changements méthodologiques où finalement, avec votre premier cabinet de conseil autour du carbone, vous avez choisi une méthode. On se rend compte que finalement, ce n'est pas forcément celle qu'on va retenir, qu'on va peut-être changer de méthode ou d'interprétation de la norme. Et dans ces cas-là, d'une année à l'autre, tout pareil, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas comparable parce qu'on a juste changé de méthode entre 2 années. Donc sur tous ces sujets-là, l'outil doit pouvoir, quel qu'il soit, doit pouvoir vous accompagner et vous mettre en évidence tous ces éléments de changement et vous donner la capacité de vous adapter, de réécrire le passé et de réécrire la feuille de route aussi. Donc en termes d'enjeux sur cette partie-là, il va s'agir d'arriver à suivre le mouvement, d'arriver à s'adapter à tout ce qui se passe et de faire en sorte que mon année de référence reste toujours pertinente, que lorsque je me projette, ça reste toujours sur la base de quelque chose de pertinent et qui reflète mon activité et du coup avec des plans d'action qui soient réellement efficaces. Et donc pour les jolis petits mots en termes d'enjeux à retenir, on va parler, pour un outil, on va parler d'agilité pour pouvoir s'adapter rapidement. Donc s'adapter à des nouvelles normes, s'adapter avec des listes d'indicateurs qui changent tous les ans, s'adapter à des nouveaux sites, à des nouveaux collaborateurs, et faire en sorte que ça rentre dans le mouvement et qu'on ne casse pas l'outil à chaque fois qu'on a un changement. Ça veut dire aussi être capable de comparer et d'assurer la comparabilité dans l'outil, donc réécrire le passé, isoler des effets de périmètre, isoler des variations de facteurs d'émission, isoler la partie de l'inflation, ou isoler des changements sur les durées de vie. Si vous choisissez d'amortir vos PC sur 3 ans ou sur 5 ans, en BGS, ça ne fera pas la même chose. Et puis, toujours réécrire la feuille de route et être capable d'ajuster aussi la projection. Voilà. Donc, tous ces enjeux-là, ce sont ceux qui nous ont servi, nous, à penser et développer notre solution et notre plateforme. Et donc, c'est en pensant à ces enjeux de traçabilité, d'auditabilité, de précision, de complexité, de comparabilité, avec nos équipes de R&D qui sont restées au bureau, mais qui sont tous derrière moi aujourd'hui, qu'on a donc développé notre outil de carbone, donc qui est dans notre plateforme de durabilité, et que Nico va vous montrer. Sauf si vous avez des questions avant d'attaquer la démo.
Profitez-en, on n'est pas nombreux. Non? Alors on y va. Eh bien, c'est parti. Merci Laure. Alors, on va illustrer ce qu'on vient de voir dans la présentation de Laure. Et pour faire ça, je vous propose d'utiliser notre plateforme CSR Insight et je vais me loguer en tant que responsable RSE. Donc, je vais me loguer avec Sophie qui va se connecter à la plateforme. On va voir différents points et je vous propose de commencer par la définition de l'ambition et de la feuille de route. Donc ici, dans l'application, vous avez à disposition un module stratégie qui va vous permettre de décliner différentes stratégies sur tout le périmètre de la RSE. Donc c'est aussi bien vrai sur le carbone que par exemple sur la partie QHSE, les achats responsables ou les stratégies d'embauche inclusive. J'ai quelques exemples ici et on va aller voir tout de suite la partie carbone. Donc sur mes 3 scopes, je vais pouvoir décliner des objectifs qui vont ensuite être déclinés eux-mêmes en plan d'action. Par exemple, ici, on va essayer de réduire les émissions sur le scope 3, donc réduire les déplacements, par exemple, domicile-travail. Et pour ça, on va mettre en place une action pour favoriser le télétravail. Donc ces actions sont reliées, et les objectifs également, à des indicateurs, à des KPI, pour pouvoir suivre quantitativement les objectifs qu'on s'est fixés, et on peut les enrichir à tout moment. On a accès, alors soit directement, soit à partir d'une bibliothèque d'initiatives, à les piocher dans des actions pour pouvoir enrichir ces stratégies. Le but derrière, ça va être un suivi, ça va être de pouvoir suivre les stratégies pour que chacun, à son niveau, quand il accède à l'application, voit ici à gauche, en quelque sorte, sa liste de tâches à accomplir, ses devoirs, et puis puisse faire un suivi par rapport à l'avancement, puisqu'on a relié ses objectifs et ses actions à des indicateurs clés, à des données quantitatives, définir par exemple un coût engagé, un budget, se relier à un référentiel, et puis surtout, se projeter par rapport à une trajectoire qui peut varier d'une année sur l'autre. On peut fixer des objectifs qui varient dans le temps. Par exemple, typiquement pour le télétravail, peut-être qu'on n'est pas prêt les 2 premières années à augmenter les taux de télétravail, et on va mettre ça en place progressivement. Donc la trajectoire n'est pas une droite, c'est une courbe qui tient compte de cette saisonnalité. Donc vision détaillée de chacune des actions ou vision globale, synthétique des plans d'action qu'on s'est fixés. Donc ça, c'est la première chose, définir la trajectoire, l'ambition, la feuille de route. Ensuite, concrètement, il faut qu'on collecte des données. Alors bien sûr, dans la plupart des cas, on va s'interfacer, on va essayer de récupérer des données existantes si on peut les récupérer, mais on peut également les saisir dans la solution. Et pour ça, je vais vous montrer la partie collecte. Donc sur la collecte, on va trouver des formulaires de collecte sur les différentes thématiques. Là, j'en ai un par rapport aux ESRS. Je vais basculer sur celui-ci. Et on va aller voir comment ça se présente pour un contributeur quand il doit alimenter les données dans l'application. Alors ici, on a des données d'activité. On retrouve les déplacements domicile-travail ou les voyages d'affaires exprimés en kilomètres. Donc comme Laure le précisait tout à l'heure, la première chose, c'est que chacun peut modifier l'unité dans laquelle il collecte, et ça sera converti dans l'unité des facteurs d'émission correspondants. Et ensuite, au moment de la collecte, avant tout, on va donner du sens à cette démarche pour que chacun puisse se projeter par rapport à cette trajectoire qu'on a vue tout à l'heure et visualiser l'objectif à atteindre. Ensuite, un point important en termes de collecte, c'est la fiabilité de la donnée. C'est un sujet central de la CSRD. On doit se rapprocher en termes de fiabilité, de robustesse de ce qui est fait en finance côté reporting. Et donc, on va mettre en place différents outils, par exemple, bien sûr, des contrôles à la saisie qui font que, par exemple, si je saisis ici un kilométrage beaucoup plus élevé que le kilométrage précédent, eh bien, le système va m'alerter, va me dire attention, on essaie de réduire ces trajets en kilomètres. Donc, si ce n'est pas le cas, il faut commenter ou il faut ajouter des pièces jointes. Donc, je vais pouvoir ajouter du narratif ici sur chacun de mes indicateurs, ou simplement s'il s'agit d'une erreur de saisie, ça va me permettre de m'en rendre compte et de corriger ma donnée. Ensuite, comme je vous le disais, beaucoup de données peuvent être interfacées, récupérées dans des systèmes amont. On peut également calculer un certain nombre d'informations. Et quand c'est le cas, par exemple, ici, vous voyez une donnée qui a servi à un calcul, à un taux, j'ai la possibilité de voir le détail des formules qui ont été utilisées. Ça aussi, c'est important.
pour vraiment la robustesse de l'information, avoir accès à toutes ces informations-là. S'il y a encore des incertitudes par rapport aux données qu'on remonte, les collaborateurs ont à disposition une messagerie, un outil de messagerie intégré, qui vont pouvoir poser des questions sur la valeur, sur l'indicateur lui-même ou sur la campagne de collecte directement depuis l'application. Et tout ça, c'est tracé pour qu'on ait là aussi une auditabilité par rapport aux échanges qui sont faits sur chacun des indicateurs. On a également dans la solution un workflow de validation, là aussi, point important, ça contribue à la robustesse de ces remontées d'informations. Donc chacun va pouvoir valider, indicateur par indicateur ou de façon globale, les indicateurs qui sont remontés. Donc ce workflow de validation permet ensuite de, par exemple, dévalider les informations ou les rejeter, et tout ça est tracé. Vous avez une visualisation sur chacune de vos données de l'historique. On voit ici qu'il y a une campagne qui a été ouverte, il y a eu une saisie, et puis ensuite il y a eu un rejet sur cette donnée. Toutes ces informations-là sont complètement auditables. Donc les responsables RSE, les auditeurs ont à disposition dans l'application une piste d'audit complète. Alors, ce que je trouve intéressant ici, c'est que pour ceux qui connaissent les systèmes financiers de reporting financier, on va trouver bien sûr toutes les étapes de validation classiques qu'on trouve dans les outils financiers. Mais ici, sur l'extra-financier, on va trouver par exemple bien sûr toute la partie narrative, les commentaires, les justificatifs, mais également par exemple l'origine de la donnée. Est-ce que la donnée a été saisie? Est-ce qu'elle a été importée? Est-ce qu'elle a été extrapolée? Et si c'est le cas, quelle est la méthode d'extrapolation qui a été utilisée sur cette donnée? Donc c'est des choses qui sont importantes. On a beaucoup d'informations à manipuler et de façons de piloter, de contrôler la donnée en extra-financier. On a également à disposition des fonctionnalités d'export pour exporter les pièces justificatives, les données au format Excel pour les communiquer à un auditeur, où on peut permettre à un auditeur d'accéder directement à un environnement dédié à l'audit sur un périmètre donné d'organisation, d'indicateurs, de thématiques pour que ça puisse aller plus vite en phase d'audit. Je vous propose de voir la partie restitution et analyse, puisque on a défini l'ambition, la feuille de route, on a collecté les indicateurs d'activité, ça calcule des indicateurs d'émission à l'aide des facteurs d'émission, et ensuite on va pouvoir faire des analyses sur ces données. Alors, allons voir dans la partie carbone, par exemple, la restitution analytique ici, qui est présentée, là, vous donne pour chaque organisation le détail des différentes émissions, des facteurs d'émission qui ont été utilisés, les volumes d'émissions qui ont été calculés, et puis le poids aussi bien dans la catégorie qu'au global, pour que vous puissiez tout de suite visualiser sur quel axe agir et comment mettre en place votre stratégie de décarbonation. Donc ça rejoint le premier point qu'on a vu, la définition de la trajectoire, et de l'ambition et de la feuille de route. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est le proforma et les variations entre années. Donc là, on en a parlé tout à l'heure, il peut y avoir toute une série d'événements qui font que les données vont varier d'une année sur l'autre, et on a à disposition dans l'application cette capacité de pouvoir faire un comparatif entre ici une année 2021 et une année 2022. On voit les variations en termes d'émissions carbone, et on a l'analyse des effets. Donc ici, par exemple, on voit qu'au global, la performance est plutôt mauvaise, hein, puisqu'on augmente nos émissions, mais en réalité, si on enlève les effets, l'impact de l'inflation, les valeurs des facteurs d'émission qui ont pu varier, et les entrées de périmètre, eh bien on voit que finalement, la performance est positive. Alors l'entrée de périmètre, ça peut être bien sûr, par exemple, le groupe a racheté une société qui a moins d'ambition en termes de décarbonation, et du coup qui a un impact négatif sur nos émissions. Ensuite, un point important, c'est la publication de toutes ces informations-là. Donc on va pouvoir publier facilement, par exemple, un BGS ou un GHG protocole, dans les formats réglementaires, dans des formats plutôt type DataVis, ou alors sous forme de rapport complet. Donc ça aussi, c'est une facilité que vous avez avec cette solution, de pouvoir produire un rapport au format Word pour vous faire gagner du temps dans la publication de vos documents. Ici, vous voyez que dans ce rapport, j'ai l'ensemble des informations
qui ont été injectés. Au moment où j'ai cliqué sur le bouton, ça a ajouté les différents tableaux d'émission, les graphiques correspondants et le détail de chacune des données. Donc il me reste juste dans le document Word à compléter ces informations-là et j'ai à disposition mon document complet. Je voulais vous montrer également des fonctionnalités de simulation, puisque c'est aussi un point important. Comment est-ce qu'on va faire pour... on a une feuille de route, mais si on veut aller un peu plus loin et projeter vraiment et faire des simulations sur l'avenir. Alors ici, par exemple, vous voyez en pointillé une trajectoire, un objectif SBTI, et on va pouvoir jouer sur différents paramètres. Alors bien sûr, par exemple, si je joue sur la croissance, on voit que si la croissance est négative, ça sera plus simple d'atteindre ces objectifs qu'on s'est fixés. Dans les autres cas, comment est-ce qu'on va pouvoir jouer et atteindre cette ambition ? Alors le système vous permet de travailler par année, par version, vous fait un classement des organisations par impact potentiel décroissant de réduction des émissions, et ensuite vous propose les différents leviers adaptés à l'organisation, là aussi par impact décroissant de potentiel de réduction. Donc bien sûr, ce que je vous montre là, c'est des leviers standards, mais pas standards, hein, qui sont adaptés à chaque contexte et qu'on adapte à chaque société, puisque chacun a des impacts différents sur lesquels il va pouvoir jouer. Donc on va pouvoir jouer sur ces différents leviers, imaginer un scénario optimiste, un scénario pessimiste, et voir ce que vont donner ces différentes hypothèses en termes de réduction des émissions. Alors derrière, on va pouvoir saisonnaliser, donc année par année, définir des variations qui sont différentes, hein, qui ne sont pas linéaires, et également mettre en place des plans d'action associés à chacune de ces hypothèses. Enfin, dernière chose que je souhaitais vous montrer, c'est la restitution elle-même, hein, puisqu'on a vu qu'on pouvait analyser, qu'on pouvait publier, simuler, mais si on souhaite montrer à l'ensemble de nos collaborateurs et aux parties prenantes comment on travaille sur cette partie carbone, eh bien, on a le module de restitution qui est disponible dans la solution et qui va nous permettre de restituer sur chaque thématique de la RSE. Là, je vais lancer un bilan complet, donc pas seulement sur le carbone, mais également, par exemple, sur des données environnementales, sur des données liées aux achats responsables, sociales. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Tac. Éventuellement même des données liées à la partie QHSE, hein, sur des taux de fréquence d'incidents. Sur les données sociales, on va trouver ce type d'informations qu'on va pouvoir restituer. Et bien sûr, sur le carbone, ce type de dashboard qu'on met à disposition. Donc chacun voit les dashboards sur son périmètre en accédant à l'application. Voilà pour cette petite overview. Donc j'espère que ça a été assez court, mais que vous avez bien vu toutes ces fonctionnalités qu'on met à disposition du début jusqu'à la fin pour vous aider dans votre stratégie carbone. Et puis du coup, il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions. Alors normalement, quelqu'un passe avec un micro, mais si jamais on a celui-là... Allô, allô. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou juste besoin d'un café? J'ai l'impression que le café l'emporte. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions... petite question là-bas. Pardon. Bonjour. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question sur les facteurs d'émission, justement. Est-ce que vous intégrez ou vous conseillez certains facteurs d'émission, du coup, en lien avec la plateforme, ou vous laissez vraiment libre cours aux personnes, et du coup, comment vous les conseillez? Est-ce qu'il faut choisir une base de données SIFIée ou ce genre de choses? Alors ça va dépendre de nos clients. On en a certains qui ont déjà un niveau de maturité très avancé sur les facteurs d'émission, ou qui se sont fait accompagner en fait, avant de nous appeler. Donc ils savent déjà quels facteurs d'émission ils vont utiliser. Du coup, nous, on est juste le réceptacle finalement. Et on a d'autres clients qui arrivent vraiment plus en amont et avec lesquels on va pouvoir travailler sur la sélection du juste facteur d'émission. Et ensuite, pour faire le lien avec l'application, alors par défaut, on n'intègre pas la terre entière des facteurs d'émission parce qu'il y en a énormément.
Et là, on va aller travailler avec nos clients sur ceux qui veulent effectivement voir. Et c'est ceux-là qu'on va mettre dans l'application. Après, nous, on a, la plupart du temps, la plupart de nos clients utilisent plutôt les bases gratuites. Donc la base empreinte notamment. Après, nous, on a un partenariat avec l'AIE, donc on peut mettre à dispo aussi les facteurs d'émission de l'AIE. Globalement, ça va être ça. Après, ça peut être des bases spécifiques pour les déchets. Certains qui ont des niveaux de déchets, enfin des niveaux de typologie de déchets un petit peu détaillés. Mais c'est plus une histoire méthodologique que technique. Là, on travaille avec chacun de nos clients pour voir ce qu'ils veulent et ce dont ils ont réellement besoin. Et c'est ce qu'on met dans l'appli. Merci. Vous avez une question tout au fond? Oui. Et tout. Bonjour, merci pour la présentation aussi. Donc, moi, ce que je voulais savoir, c'était qu'est-ce que vous avez de plus par rapport à vos concurrents? C'est une excellente question. Alors ça va dépendre des concurrents, mais globalement, encore une fois, si on est sur des besoins très macro, très simples, je pense qu'on apportera à peu près tous la même réponse. Et je pense que tous nos concurrents et nous, on a tous des experts métiers, on a tous des développeurs hyper engagés et des super solutions. Après, la différence va se faire sur votre besoin précisément, sur le niveau de complexité que vous avez à gérer, tant au niveau métier qu'au niveau sécurisation, IT, accès à la plateforme, puisque nous, on travaille beaucoup avec des banques, avec le secteur de l'armement aussi. Alors, désolé pour les puristes du carbone, mais il se trouve qu'eux aussi font des... Bon, ils existent encore, donc tant qu'ils seront là, ils feront leur bilan carbone. Mais... Et donc, du coup, on a des exigences en matière des certifications techniques sur la sécurisation, l'hébergement des données, que vous ne trouverez très certainement pas ailleurs, parce que nous, on est audité, du coup, par les systèmes financiers là-dessus. Donc, je crois que c'est SOC 1, SOC 2. C'est quoi les certifications? J'y connais rien du tout. SOC 1 et SOC 2. SOC 1 et SOC 2, ok, voilà. Pour ceux qui connaissent. Donc, et sur le côté hébergement, l'autre grosse différence, ça va être dans la capacité de personnaliser vos émissions, vos indicateurs d'activité, le niveau de saisie, les unités, les ordres de grandeur, tous ces sujets-là, dans la manière d'appréhender, de gérer facilement tout ce qui est double comptage, dans la possibilité de collecter des données au mois. On a un client dans l'acier qui, lui, collecte ses données d'activité mois le mois. Ce qui veut dire que tous les mois, il voit son bilan carbone qui se construit. Et donc, il n'attend pas la fin de l'année pour voir s'il est dans les clous ou pas, puisqu'il a cette vision assez rapide avec la collecte mensuelle. Et un autre élément, c'est le côté plateforme. Où finalement, ce côté plateforme, on a dans une même plateforme tous les sujets. Parce que quand on parle de carbone, comme je vous disais au début, le carbone, il est utilisé pour faire le BGS, on est tous d'accord, ou le GHG. Mais le carbone, il va venir alimenter votre reporting CSRD. Il va venir vous aider à répondre aux critères d'alignement de la taxonomie. Donc finalement, le carbone tout seul, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et c'est là où nous, on a voulu apporter une approche plateforme en se disant que cette information-là, c'est dommage de la laisser dans un outil carbone, il faut la propager, il faut qu'elle soit la même, il faut qu'elle soit exploitée pour la taxo, pour la CSRD, et il faut qu'on puisse aussi se dire, si je veux, je peux redescendre au niveau produit, et on a un client dans le... il fait des analyses d'ingrédients pour l'industrie pharmaceutique et et l'agroalimentaire. Donc il y a un niveau de précision en fait, d'ACV produit qui est assez important. Et lui aussi, il a besoin de se dire, moi, je vais être en capacité de voir l'ACV de mon produit, de voir si je combine des ingrédients, des machins, ce que ça fait, et que ça remonte tout ça jusqu'au niveau BGS. Et d'avoir intégralement sur la même plateforme toutes les informations, comme ça je suis sûre que du macro au micro, j'ai toutes les informations et la même information et une seule source de vérité. Et en complément de ce que vient de dire Laure, je dirais que si aujourd'hui vous ne vous équipez pas avec une solution qui contient l'ensemble, donc aussi bien le carbone, mais également tout le reste de tout ce qui est environnemental, social et taxo européenne également. Si vous n'avez pas cette solution-là aujourd'hui, d'ici quelques années, il faudra probablement changer pour avoir une solution unifiée. Et l'autre point, c'est des fonctionnalités qui viennent de la finance, que nous, on a intégrées historiquement dans la plateforme. Là aussi, si aujourd'hui, vous n'avez pas une solution qui permet de gérer des multi-hiérarchies, des workflows de validation, du proforma, des simulations, etc., d'ici quelques années, probablement, il faudra changer, puisqu'il faudra une solution qui soit vraiment robuste en termes de fonctionnalité, comme ce qu'on trouve aujourd'hui en finance.
On est au stand 53. 53. Merci à beaucoup tous. et bon café.